Dans les capsules précédentes, on a parlé de forces conservatives et non conservatives et du théorème de conservation d'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique était conservée parce qu'on avait uniquement des forces conservatives dans le problème, donc un système isolé. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on a un système non isolé? Donc, un système non isolé, c'est un système dans lequel il va y avoir des forces non conservatives qui vont être présentes. Alors, on repart encore du théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu au chapitre 8. Donc, le travail total fait sur un objet est égal à la variation d'énergie cinétique. Sauf que cette fois-ci, on a des forces conservatives et des forces non conservatives. Donc, on peut les séparer dans la somme des différents travaux. Pour ce qui est des forces conservatives, on a déjà vu qu'on pouvait les remplacer, le travail fait par les forces conservatives, par une variation d'énergie potentielle. Donc, WC ici, je peux le remplacer par moins delta U. Le U, ça pourrait être élastique ou gravitationnel. En fait, ça dépend des formes d'énergie qu'on a. Donc, on a ceci. Ensuite, on peut envoyer le delta U de l'autre côté. Il va devenir positif. Puis ici, delta U plus delta K, ben c'est delta E, donc la variation d'énergie mécanique. C'est ça qu'on avait défini comme étant l'énergie mécanique. Donc, il va nous rester WNC égale delta E. WNC, c'est le travail qui est fait par les forces non conservatives et ça va être égal à la variation d'énergie mécanique totale. Donc, on a deux cas de figure possibles. Soit les forces non conservatives font un travail négatif. Ça va être souvent l'exemple de la friction, par exemple. La friction va faire un travail négatif. Alors, on va avoir un W négatif. Ça veut dire qu'on va avoir un delta E négatif. Autrement dit, l'énergie totale finale va être plus petite que l'énergie totale initiale. On va avoir perdu de l'énergie. Si le travail fait par les forces non conservatives est positif, ça pourrait être le cas d'une force extérieure, par exemple quelqu'un qui viendrait tirer un objet, alors il fera un travail dessus. À ce moment-là, le delta E va être positif, donc la personne aura fourni de l'énergie à l'objet. Je vais faire un exemple ici d'un problème d'un système non isolé. Il est non isolé parce qu'il y a une force non conservative qui est impliquée, ça va être la friction. Ça ressemble un peu à d'autres problèmes qu'on a fait du même genre. Là. Vous voyez, on a une masse qui est sur un plan incliné, on a comprimé un ressort, puis ensuite on va relâcher le ressort. La masse va donc monter une certaine distance sur le plan incliné. C'est ça qu'on cherche dans le fond, la question, calculer la distance parcourue avant de s'arrêter. Donc c'est la distance D qui est ici. Mais cette fois-ci, on a de la friction. Alors, le coefficient de friction, il est indiqué ici, c'est 0,4. On a aussi évidemment les autres informations, l'angle du plan, 30 degrés, et la constante de rappel du ressort, 11 kN par mètre. Alors, c'est un ressort qui est quand même assez rigide. On a aussi la masse qui est là, donc 7 kg. Puis, le ressort est comprimé de 20 cm au départ. Donc, on cherche la distance D, ça va être notre inconnu. Euh, Comme on vient de voir, quand on a une force non conservative, ici on a la friction, l'équation qu'on va appliquer, ça va être le travail fait par les forces non conservatives, c'est-à-dire ici la friction, va être égal à la variation d'énergie. Donc, on va utiliser cette équation-là pour le WNC. Donc, ça va être le travail fait par le ressort, c'est-à-dire le frottement. Alors, WNC, je pourrais l'écrire ici. On sait que le travail, c'est la force fois le déplacement, mais c'est un produit scalaire. Nous, dans notre cas, le déplacement, ben, c'est la distance D qu'on cherche. Alors, il se fait vers le haut du plan incliné, puis la friction, je vais la dessiner ici, elle s'oppose au mouvement. Donc, la friction cinétique ici, là, elle va être vers le bas puisqu'elle s'oppose au mouvement. Alors, l'angle entre le déplacement et la force, ça va être 180 degrés. Ils sont opposés. Et cos de 180, ben, ça donne moins 1. Alors ici, ça nous confirme, dans le fond, que le travail fait par le frottement, il va être négatif. Alors, moins la force fois le déplacement. Donc, le déplacement, ça va être tout simplement D, la distance qu'on cherche. Euh, on peut faire une étape supplémentaire pour ça. Donc, le frottement, on sait que c'est mu fois n. Alors, on peut le remplacer par ça. Le coefficient de frottement, on l'a, c'est 0,4. Et la normale, on peut la trouver facilement. On a fait souvent des problèmes de ce type-là. Alors, vous voyez, le poids, il est ici, Fg.
donc vertical, même si je l'ai un peu raté sur mon schéma, il devrait être vertical. Ensuite, on va avoir la force normale qui va être comme ceci. Puis juste pour compléter, là, dans le fond, on aurait aussi la force du ressort, comme ceci, donc qui va pousser sur la masse comme ça. Mais si on regarde sur l'axe qui est perpendiculaire, disons que je mets mon système d'axe comme ça, XY, alors sur l'axe Y, la force du ressort et le frottement n'ont pas de composante, donc on va avoir seulement la normale et la composante ici de notre poids. Vous vous rappelez que l'angle θ revient ici, qui va être perpendiculaire. Alors dans le fond, la normale, elle va être égale à cette composante-là du poids, c'est-à-dire mg cosinus de θ. Donc ici, on peut venir écrire comme ceci. La normale, donc on la remplace par mg cosinus de 30 degrés, donc fois d. Ça veut dire qu'on peut quand même au moins remplacer tout ça par des chiffres. Il y a juste d qui va être inconnu. Parce que le coefficient, tiens, je vais les écrire ici. Le coefficient, c'est 0,4. La masse est fournie en haut, c'est 7 kg. Donc on va avoir 7 fois 9,8. Ensuite fois cos de 30. Et tout ça est multiplié par d. Mais donc, tous ces chiffres-là, on peut les calculer. Alors, ça donne moins 23,8 fois d. Alors, on ne peut pas aller plus loin que ça pour l'instant. La distance d est inconnue, c'est ce qu'on cherche. Alors, on va juste laisser ça comme ça pour l'instant. Avant de passer à notre formule ici, WNC égale delta E, alors on confirme encore une fois que le travail fait par le frottement, il est négatif. Il s'oppose au mouvement. Ça veut dire qu'il va enlever de l'énergie au système. Donc notre delta E va être négatif, ce qui est tout à fait cohérent. Alors pour le delta E, ce qu'on va faire ici, je vais peut-être me faire deux colonnes. Alors je vais calculer l'énergie initiale puis l'énergie finale. Alors dans l'énergie initiale, c'est dans la situation qui est représentée là. Premièrement, il va falloir calculer l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc on choisit pour ça un Y égale 0. Donc notre hauteur initiale, on pourrait prendre 0 comme hauteur initiale. Comme ça, à la fin, alors vous voyez, je prends le même coin de la masse là, comme référence, si vous voulez. Donc on va avoir un Y à la fin qui va être ici. Ça serait notre Y final. Donc on met 0 au début, ce qui veut dire que l'énergie potentielle gravitationnelle initiale va donc être 0. Le ressort, l'énergie potentielle élastique, alors on a une demi kx carré. Alors c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour nous, pour le calculer. On a le K, puis le X, c'est 20 cm, la compression initiale. Alors on va avoir une demi fois, bon je l'ai oublié déjà, 11 kN par mètre. Donc 11 000 Newton par mètre. Ensuite fois 20 cm au carré. Donc on peut faire ce calcul-là. Ça nous donne 220 joules pour l'énergie potentielle. Et pour ce qui est de l'énergie cinétique, ben c'est 0, puisque notre bloc est au repos au début, donc il n'y a pas d'énergie cinétique. Alors, ça veut dire que notre énergie totale, on a juste le ressort ici, là, on va avoir 220 joules. On peut écrire ça, énergie initiale égale 220 joules. On s'en va dans la situation finale. Dans la situation finale, l'énergie potentielle gravitationnelle, on va avoir mg y. Donc, 7 kg fois 9,81 fois y. Mais là, y, on ne le sait pas. Ça va être une inconnue. Par contre, ça serait une deuxième inconnue par rapport à d, mais on sait bien qu'il y a un lien entre les deux. Alors, si vous regardez le triangle qui est là, la distance d, là, j'ai pas pris le même coin. Là. Vous comprenez que j'aurais pu aussi faire mon triangle comme ça pour avoir mon YF ici. C'est exactement le même triangle dans le fond, là, avec D qui est l'hypoténuse. Alors je peux dire que la hauteur Y, Y finale, ça va être égal à D, qui est l'hypoténuse, fois le sinus de l'angle, donc le sinus de 30 degrés. Alors je peux venir le remplacer ici, mon D, mon Y, pardon, ça va être D sinus de 30 degrés.
Donc, je peux maintenant faire le calcul des chiffres. Alors, ça fait 34,3 fois D, qui est encore inconnu. Ensuite, pour le ressort, ben, il est plus comprimé à la fin, donc c'est 0. Puis pour ce qui est d'énergie cinétique, c'est encore 0 aussi parce que notre bloc monte, monte, monte. Donc là, il y a l'énergie cinétique, mais il finit par s'arrêter, puis c'est ça notre situation finale. Donc l'énergie cinétique finale sera 0. Alors, ce qui veut dire que notre énergie totale finale, ça va être la somme de tout ça. Dans le fond, c'est juste de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ça sera 34,3 fois D. Voilà, maintenant, on est prêt à appliquer notre équation. WNC égale delta E. Alors, on a trouvé WNC, le travail du frottement, c'était moins 23,8 D. Alors, on va avoir moins 23,8 fois D. Delta E, c'est final moins initial. Donc, final, on a 34,3 D moins initial qui était 220. Et donc, il nous reste un inconnu, le D, alors qu'on peut isoler. Alors, ça donne 3,78 mètres pour la distance. C'est une assez bonne distance, c'est presque 4 mètres, mais on se rappelle qu'on avait un ressort de 11 000 newtons par mètre comme constante de rappel, donc c'est quand même pas farfelu comme distance pour une aussi grosse constante de rappel. Je vais terminer cette capsule sur les forces non conservatives en parlant des autres formes d'énergie. Alors, quand il y a de la friction, comme dans le problème qu'on vient de faire, il y a donc de l'énergie mécanique qui a été perdue à cause du travail fait par la friction. On peut maintenant se demander qu'est-ce qui arrive avec cette énergie-là? Est-ce qu'elle est transformée en d'autres choses? Alors, c'est justement ce que Joule s'est posé comme question au 19e siècle. Il a voulu essayer de trouver ce qu'on appelle l'équivalent mécanique de la chaleur, c'est-à-dire quelle quantité de chaleur on peut produire avec 1 joule d'énergie, ou à l'inverse, si on a une certaine quantité de chaleur, est-ce qu'on peut produire du travail, donc de l'énergie, avec cette chaleur-là? Alors l'expérience qu'il a fait, ça ressemblait grosso modo à ceci. On a des masses qui sont attachées à des cordes. Alors les cordes passent par des poulies, comme vous le voyez ici, qui sont enroulées autour de ça ici. Quand les masses tombent, ça entraîne la rotation du dispositif, puisqu'ils sont de part et d'autre. Donc, on monte les masses, on enroule les cordes, et ensuite, on les laisse tomber. Le but de faire ça, c'est qu'on peut aisément calculer l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, mgy, donc la masse fois g fois la distance de laquelle les masses vont tomber, on peut calculer l'énergie potentielle gravitationnelle. Pendant un instant, l'énergie potentielle gravitationnelle va se transformer en énergie cinétique, donc les masses vont tomber. Puis, comme il entraîne un dispositif ici, les pales qui sont ici, là, ils sont plongés dans l'eau, eux autres aussi vont se mettre en mouvement. Donc, il va y avoir de l'énergie cinétique là-dedans aussi. C'est de l'énergie cinétique de rotation, mais on va apprendre un petit peu plus tard comment la calculer. On peut la calculer aussi, l'énergie cinétique de rotation. Sauf qu'éventuellement, vous comprenez que ces pales-là, ici, là, ils font bouger l'eau, mais ça fait beaucoup de friction, en fait, de résistance. Donc, les masses vont finir par, ils vont ralentir, ils vont avoir une vitesse beaucoup plus petite que si on faisait simplement les laisser tomber. Et ils vont même s'arrêter éventuellement. Alors cette friction-là, cette agitation-là, va, c'est l'hypothèse de Joule, faire augmenter la température de l'eau. Donc vous voyez ici qu'il y a un thermomètre et on va mesurer l'élévation de la température de l'eau. Alors dans son expérience, Joule avait deux poids de 4 livres qui tombaient chacun de 12 verges. Bon, c'était les unités de l'époque. Et on faisait ça 16 fois en tout, c'est-à-dire qu'une fois qu'il était tombé, on renroulait toute la patente puis on faisait l'expérience à nouveau pour 16 fois en tout. Le but, c'était d'avoir assez d'énergie pour pouvoir faire augmenter la température de l'eau. Alors, Joule a noté une augmentation moyenne, parce qu'il a fait l'expérience plusieurs fois, d'environ 1,5 degré Fahrenheit de l'eau. Et selon la quantité d'eau qu'il avait dans son bac, c'est un bac isolé, il a calculé, et là je l'exprime en unités plutôt modernes, les unités n'existaient pas à l'époque, que 4,186 joules de travail ou d'énergie potentielle, si vous voulez, produit 1 calorie de chaleur. Or, une calorie, qu'est-ce que c'est? On définit la calorie comme étant la quantité de chaleur qu'il faut pour augmenter la température de 1 kg d'eau de 1 degré Celsius.
Alors, ce n'était pas les unités que Joule utilisait, mais en unité moderne, ça donne ça. Donc, la calorie de chaleur, elle est bien définie. Alors maintenant, avec l'expérience de Joule, on sait qu'on peut convertir du travail mécanique ou de l'énergie mécanique en énergie calorifique, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc, on peut élever la température de l'eau avec ça. Alors, Joule a réussi le premier à mesurer la quantité de chaleur qu'on pouvait produire avec de l'énergie mécanique. On connaît d'autres exemples ici là, de situations où de l'énergie mécanique est convertie en chaleur. Par exemple, ici, on a une auto qui freine. Donc, à ce moment-là, il y a de l'énergie cinétique qui va être transformée en chaleur. Donc, la température du pneu ici, de la chaussée, etc., va augmenter. Ici, c'est un vélo qui fonctionne avec une sangle par friction. Donc, il y a une sangle qui va frotter sur un disque qui est entraîné par les pédales. Donc, le cycliste ici fait du travail et ce travail-là est converti en chaleur. À l'inverse, on peut aussi convertir de la chaleur en énergie mécanique. C'est ce que fait un moteur à essence, par exemple. On met le feu à l'essence, ça produit de la chaleur et cette chaleur-là va entraîner le mouvement d'un piston. Et ce mouvement-là, ensuite, ben, c'est de l'énergie cinétique qui va être éventuellement par tout un mécanisme pouvoir faire avancer l'automobile. Donc la chaleur a été convertie en mouvement, en énergie cinétique. Un autre exemple ici de situation où on a de l'énergie mécanique qui est convertie en une autre forme d'énergie. Dans un barrage hydroélectrique, dans le fond, on a de l'énergie potentielle gravitationnelle. On a de l'eau dans un réservoir, donc une masse d'eau à une certaine hauteur, c'est de l'énergie potentielle gravitationnelle. Ensuite, on la laisse tomber, descendre ici dans une canalisation. Donc, cette énergie-là, potentielle gravitationnelle, est transformée en énergie cinétique parce qu'elle va faire tourner une turbine, c'est l'énergie cinétique, et éventuellement, la turbine va transformer cette énergie-là en énergie électrique, en électricité. Et donc, aujourd'hui, on sait par toutes sortes d'expériences très précises que on peut convertir différents types d'énergie. Donc, on peut produire de la chaleur, on peut produire de l'énergie électrique, on peut produire de l'énergie cinétique. Donc, on peut transformer l'énergie, mais si on mesure précisément la quantité d'énergie qui est transformée à chaque fois, on se rend compte que l'énergie totale d'un système isolé est toujours conservée. Donc, c'est la version plus générale du principe de conservation d'énergie. Quand on tient compte de tous les types d'énergie présents, l'énergie totale d'un système est toujours conservée.